Salut, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble quelques plats japonais pas très connus en Occident. En tout cas, beaucoup moins que les sushis ou les ramen. Saviez-vous par exemple qu'au Japon, on peut déguster un plat à base de parents et d'enfants ? Mais non, ne faites pas cette tête, ça n'a rien à voir avec du cannibalisme, qu'est-ce que vous allez vous imaginer ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la cuisine japonaise est beaucoup plus riche qu'on peut l'imaginer si on s'en tient aux restaurants qu'on trouve par ici. Et si j'ai sélectionné 5 plats pour cette vidéo, il y a largement moyen d'en faire d'autres par la suite si ça vous plaît. Alors, pour aujourd'hui, on va rester sur des choses assez populaires, malgré tout. Du moins, au Japon, Et même s'il ne s'agit ici que d'une découverte rapide des plats en question, j'ai pensé aussi à celles et ceux qui, contrairement à moi, aiment cuisiner. Et vous trouverez donc, pour chacun des plats dont on va parler, un lien en description vers une recette qui devrait vous permettre de les réaliser chez vous. Vous voyez, je vous ai mâché le travail puisque vous n'aurez même pas à chercher sur Google. Franchement, si déjà ça mérite pas un petit pouce bleu ou un abonnement, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, sur ce, tout le monde à table, c'est parti! Et on commence avec un plat qui est au Japon un classique de la cuisine traditionnelle familiale, le nikujaga. Pourtant, vous allez voir que son origine n'est pas si ancienne que ça. Littéralement, on pourrait traduire nikujaga par viande et pommes de terre. Alors, bien sûr, dit comme ça, pas très explicite. Il s'agit en fait d'un mijoté de bœuf accompagné de légumes. Pendant très longtemps, la viande a été proscrite au Japon. Sauf pour certaines catégories de population considérées comme des parias ou pour des personnes malades. Et cette manière de voir les choses, le Japon le devait à l'introduction du bouddhisme, qui considérait alors la consommation de viande comme tabou. Ce n'est qu'au moment de la restauration Meiji, à partir de 1868, qu'on commence à introduire la viande dans certains plats, dont le nikujaga, qui était même destiné à l'origine aux soldats de la marine japonaise afin de les rendre plus robustes. Oui, parce que certains intellectuels avaient remarqué que les Occidentaux étaient plus grands et plus costauds. Et ils en ont conclu que c'était parce qu'ils mangeaient de la viande régulièrement. Et même si je suis loin d'être un expert en la matière, je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait tort. De là est donc né le nikujaga, qui s'est ensuite répandu dans la population pour devenir un plat familial. Dans la recette actuelle, on trouve, en plus de la viande et des pommes de terre, des petits oignons, des carottes et même un peu de gingembre. Mais comme je l'ai dit en introduction, vous trouverez un lien vers la recette complète dans la description. Ah, le natto, un des plats préférés des Japonais au petit déjeuner. Ou pas. Oui, parce que le natto divise, et ce, même au Japon. Il y a ceux qui adorent, et il y a ceux qui détestent. En voyant certaines images, on pourrait se dire que ça ressemble à un plat de céréales, et ça n'a pas du tout l'air immangeable. Sauf que sur les photos, on n'a pas l'odeur. Et c'est surtout ça qui fait que ce plat est détesté par une partie de la population japonaise. Et une grande partie des Occidentaux, on va pas se mentir. Parce que le natto, c'est quoi ? Ce sont des graines de soja fermentées. Donc déjà, la fermentation, en général, ça dégage un parfum... un parfum, quoi. Ensuite, lorsqu'on le mélange avec les baguettes, il devient mousseux, voire carrément gluant. Donc, vous avez sous les yeux un plat bien gluant et qui dégage une odeur... on va dire pas très agréable, Et je rappelle que ça se mange au petit déjeuner. Pourtant, comme le disait jadis un grand philosophe... c'est plein de vitamines. Mais ça a un goût de chiotte. Eh oui, le natto est très riche en nutriments. Et dans les régions de l'Est et du Nord du Japon, il servait autrefois à remplacer le poisson et les légumes pendant l'hiver. Oui, le climat est assez rude dans ces régions-là. Et bien sûr, ça, c'était avant qu'on invente le réfrigérateur. N'empêche que ça a perduré. Car encore aujourd'hui, on consomme plus volontiers le natto dans le nord et l'est du pays. Il se consomme généralement sur un bol de riz, mais avec le temps, les habitudes évoluent et on trouve aujourd'hui du natto lyophilisé, par exemple. D'autre part, les Japonais délaissent de plus en plus les grosses graines de soja au profit des petites, plus faciles à manger avec du riz. Et en outre, meilleures pour la santé. On peut l'assaisonner avec de la sauce soja, bien sûr, du karashi, la moutarde japonaise, ou encore de la sauce ponzu, constituée de soja et de jus d'agrumes. Après, bien sûr, il reste la question de l'odeur. Et ça... Bon, je vais vous faire un aveu, je peux malheureusement pas vous dire à quoi ça ressemble. Parce que je n'en ai jamais goûté. Pour la simple et bonne raison qu'avant même mon tout premier voyage au Japon, oulala, ça commence à dater déjà, on m'avait, disons, mis en garde.
Et je reconnais que comme je suis déjà pas fan des plats odorants, mais pourtant bien de chez nous, comme certains fromages, n'est-ce pas? Eh ben, j'ai toujours soigneusement évité le natto. Mais je vais vous faire une promesse, ici même. J'espère pouvoir retourner au Japon en 2023, et si d'ici ce voyage, cette chaîne dépasse les 2000 abonnés, cette fois, j'y goûterai, et ce, en direct sur YouTube. Vous trouvez que 2000, c'est pas beaucoup? Eh ben, j'aimerais pouvoir penser ça aussi, figurez-vous. Et si, au contraire, vous trouvez que je ne prends pas un très gros risque, parce que ça a peu de chances d'arriver, eh ben, moi, j'ai envie d'être optimiste. Et j'espère bien que l'objectif sera atteint. Et pour ça, eh ben, je veux bien m'enfiler un bol, enfin, quelques bouchées, allez, disons quelques graines de natto. Alors, prêt à relever ce petit défi de votre côté? Dans ce cas, il vous reste plus qu'à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et partager en masse toutes les vidéos de la chaîne. Et je précise, c'est pas une promesse en l'air. Et si jamais l'envie vous prend à vous d'essayer ce plat sans attendre d'aller au Japon pour ça, eh ben là encore, vous trouverez une recette dans la description. Maintenant, c'est pas tout ça, mais passons à la suite. Pour le coup, voici un plat sans doute un peu moins connu que les précédents, et sincèrement assez simple à préparer. Au point que je me demande si, même moi, je saurais pas le faire. Mais je vais quand même éviter, parce que si je me mettais à cuisiner, ça pourrait détruire le continuum espace-temps. Provoquant la destruction totale de l'univers. C'est vous dire à quel point je suis doué dans ce domaine. Bon, c'est pourtant vrai que ce plat est simple. On pourrait le résumer ainsi: du poulet, des œufs et du riz. Oui, c'est aussi simple que ça. Un bol de riz sur lequel on verse des petits morceaux de poulet et des œufs brouillés. Enfin, c'est plutôt un genre d'omelette pas fini, vous savez, le truc encore baveux là. Bref, vous m'avez compris. Mais derrière cet aspect simpliste se cache quelque chose de carrément plus glauque et pourtant totalement assumé. Je veux parler du nom de ce plat. Oyakodon. Alors on zappe vite fait le don qui vient de donburi et qui désigne tout simplement le bol de riz, et on va se concentrer sur oyako. En japonais, ce terme désigne le couple parent-enfant. Mais n'allez pas croire que c'est un plat pour enfants préparé avec amour par maman, Non, on parle bien d'un bol de parents et d'enfants. Eh oui, parce que ici, le parent, c'est le poulet, enfin la poule quoi, et l'enfant, c'est l'œuf. Et là, ça prend soudain un tout autre sens, non? Comme quoi, l'histoire de l'œuf et de la poule, on finit toujours par y revenir, même dans la cuisine japonaise. Alors, la recette est un poil plus élaborée que ça, en fait, et vous verrez ça pour celles et ceux qui veulent s'y essayer avec le lien en description. Pour ma part, ce plat me fait toujours penser à autre chose, parce que ça me rappelle l'expression Oyakodon Baka. Mais je doute que beaucoup parmi vous aient cette référence, car c'est vraiment très peu connu, malheureusement. Mais si vous connaissez, alors là, vous pouvez carrément participer à Question pour un champion. Alors, la séquence qui suit est une petite parodie qui n'a rien de très culinaire et que vous pouvez donc facilement zapper en passant au chapitre suivant de la vidéo. Voilà, je dis ça uniquement pour celles et ceux qui trouveraient ça relou. Moi, en tout cas, je me suis vraiment bien amusé à le faire. Même si l'imitation est pourrie et la perruque aussi. Mais il n'y avait plus de modèle frisé en stock. Présenté par Julien Lepers. Ah oui, question pour un champion. Avec ce soir, cette seule et unique question. D'où vient l'expression Oyakodon Baka? Les candidats sont prêts? Super. Mais tout d'abord, un indice. Chez vous. Attention. Top, c'est parti. Je suis un animé japonais de type shoujo, diffusé entre 1996 et 1998 au Japon exclusivement et produit par le studio NAS. Je compte 102 épisodes répartis en 2 saisons de 51 épisodes chacune. Souvent totalement loufoque, mon héroïne principale a un débit de parole supérieur à celui avec lequel je lis cette fiche. J'ai introduit entre autres l'expression Oyakodon Baka dans l'un des tout premiers épisodes de la série. Malheureusement, je n'ai jamais été doublé ni diffusé en France, ce qui ne m'a pas empêché d'être intégralement traduit et sous-titré par la meilleure team de fansub de tous les temps. L'auteur du manga à l'origine de l'animé s'appelle Obana et elle fait de temps en temps une apparition dans la série comme un running gag. Je suis en plein délire. Je suis en plein délire. C'est vrai, mais c'est non. En plein délire, c'est non. Dommage, le temps est écoulé, mais vous repartez quand même avec la collection complète du Larousse 2022 des 1001 façons de préparer le natto en 12 volumes. Et vous, amis viewers, aviez-vous trouvé la bonne réponse? Si c'est le cas, vous pouvez la donner en commentaire. Maintenant, le premier à me donner la bonne réponse recevra toute ma sympathie et la prochaine vidéo en avant-première si je trouve le moyen de faire ça. En attendant, retour en cuisine car la vidéo n'est pas finie. Ah oui, que je l'aime ce jeu!
casseroles et restons dans les plats simples. Qui plus est, ici on va reprendre les mêmes ingrédients que précédemment, le riz, le poulet et les œufs. Sauf que cette fois-ci, on va faire ça différemment. Commençons par le nom. Omurice, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est ce qu'on appelle au Japon un wasei eigo. Autrement dit, c'est un mot qui emprunte des termes à la langue anglaise. Bon, ici, en l'occurrence, c'est un peu un mélange de français et d'anglais, puisque omu vient de omuretsu, c'est-à-dire omelette quoi, et rice, c'est le riz, en anglais, tout simplement, rice. L'omurice se compose de chicken rice, du riz sauté frit à la poêle avec des morceaux de poulet, le tout emballé, si je puis dire, dans une omelette. On pourrait aussi dire que c'est une omelette fourrée au riz sauté. Mais de ce que j'ai pu voir dans la recette, dont le lien est en description bien sûr, il s'agit vraiment d'emballer le riz dans l'omelette. Le tout est souvent présenté avec une décoration enfantine, faite notamment avec du ketchup. Et c'est en effet un plat que les enfants affectionnent particulièrement et donc très familial. Comme le nikujaga, l'omurice est apparu vers la fin 19e, début 20e, avec l'ouverture au monde du Japon. Ce sont d'ailleurs des plats représentatifs de ce qu'on appelle la cuisine yoshoku, c'est-à-dire des plats d'origine occidentale adaptés à la mode japonaise, pour simplifier. On pense que l'omurice a été créé dans un restaurant de Tokyo, en tout cas l'un d'eux, le Lengatei, se proclame comme l'inventeur de ce plat. Outre la cuisine yoshoku, c'est aussi un plat représentatif du B-kyu gurume. Littéralement, on pourrait traduire ça par gourmet de série B. Autrement dit, une sorte de gastronomie de second rang apparue dans les années 80 lorsque l'économie japonaise connaît une crise sans précédent. Il faut se dire qu'auparavant, les Japonais avaient une certaine tendance à dîner dans des restaurants haut de gamme pour bien montrer leur niveau social. Mais avec la crise, forcément, certains se disent que payer une fortune pour manger, ça va 5 minutes quoi, hein. D'où l'apparition de cette cuisine BQ, des plats pas chers et faciles à préparer. Mais attention à ne pas confondre avec la malbouffe, hein. Rien à voir, on y retrouve de nombreux plats populaires et pourtant excellents, comme les yakisoba ou les ramen, tout simplement. Et on termine cette première sélection culinaire avec un plat très prisé, notamment en hiver. D'ailleurs, lorsqu'il existe dans les restaurants japonais ici en Occident, il est souvent appelé fondue japonaise. En référence non pas à la fondue savoyarde, parce que c'est pas du tout un plat à base de fromage, mais bel et bien à la fondue bourguignonne. Il s'agit en effet de faire cuire de la viande, mais aussi des légumes dans un nabemono, c'est-à-dire un pot en fer, voire en fonte, posé sur un réchaud. Dans ce pot, on verse différents ingrédients, dont de la sauce soja, et c'est dans cette sorte de bouillon que l'on fait cuire la viande et les légumes. Encore une fois, vous trouverez un lien vers une recette complète en description. Le sukiyaki peut se décliner dans de multiples variations. La viande, par exemple, est à la base de la viande de bœuf, mais rien n'interdit d'utiliser du porc, du poulet ou même du poisson. Quant aux légumes, c'est pareil, même si généralement on retrouve notamment du tofu, des shiitake, autrement dit des champignons japonais, du poireau et du chou frisé. Le sukiyaki, je pense que vous vous en doutez vu ce que j'ai dit pour l'omurice, fait lui aussi partie de la cuisine yoshoku, et il est donc apparu à la fin du 19e siècle. On dira ce qu'on voudra sur la restauration Meiji, mais elle a tout de même eu du bon. Pas que, mais ça on en parlera un autre jour. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, et là c'est vrai je m'adresse surtout aux japonisants, le mot sukiyaki est constitué des termes suki et yaki. Oui, merci Captain Obvious, mais si yaki a effectivement le sens de griller ou cuire, le kanji suki lui c'est celui-ci, et il signifie pelle ou encore charrue. Ça peut surprendre, mais cela vient en réalité des ustensiles autrefois utilisés durant la période Edo pour griller le poisson, notamment. Les agriculteurs utilisaient en effet des pelles. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez du sukiyaki sur la carte d'un restaurant japonais, franchement, n'hésitez pas parce que c'est super bon. En plus, c'est un plat convivial, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est présenté dans un nabemono, car cela permet à chacun de décider de la quantité de ce qu'il va manger. Souvent, il est possible de faire cuire soi-même les ingrédients, on vous les apporte donc crus, avec le nabemono et le réchaud, et là c'est à vous de jouer. Et il n'est même pas forcément nécessaire d'aller jusqu'au Japon pour ça. J'ai déjà vu du sukiyaki en France, alors pourquoi se priver ? Voilà, c'est tout pour ce premier tour d'horizon des plats japonais, disons, moins connus. J'espère que ça vous a plu parce que j'ai bien envie d'en faire d'autres. Pour celles et ceux qui ont envie de tenter les recettes en question, faites-vous plaisir. Tout est dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou non ces plats, si vous les aviez déjà goûtés, et ce que vous en pensez. Pour ma part,
Hormis le natto et le nikujaga, j'ai pu goûter les 3 autres et franchement j'ai adoré. Surtout l'omurice et le sukiyaki. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, surtout si vous voulez que je goûte le natto en live lors de mon prochain voyage, hein. Pensez au petit défi. Cette chaîne a grand besoin de votre aide à tous pour se développer. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait super plaisir. Merci, merci, merci. Même si le chiffre peut sembler dérisoire comparé à pas mal d'autres chaînes YouTube. Mais croyez bien que je le vois progresser, je lis évidemment tous vos commentaires et je suis ravi de voir que mon travail vous plaît. Alors, on continue. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, matane!